Vous êtes dans un contexte où vous allez partager un taxi pour aller du restaurant jusqu'à chez vous, mais il y a plusieurs personnes, une qui va tout près, l'autre qui va beaucoup plus loin, et la dernière qui fait une course très longue. Donc, comment est-ce qui va payer quoi? Enfin, il faut que chacun contribue un peu, mais celui qui va juste à côté doit payer moins. Bon, ça c'est un problème qui, en fait, même du point de vue conceptuel, est difficile. Et c'est un des problèmes sur lesquels la théorie des jeux a été la première à proposer une méthode systématique. Quand j'ai commencé à étudier les mathématiques, je me suis rendu compte que je n'étais pas fait pour les mathématiques très pures. Ce qui me fascinait beaucoup plus, ce sont les mathématiques appliquées, et en particulier appliquées aux sciences sociales. Je me suis donc beaucoup intéressé à la théorie des jeux. Je me suis aussi intéressé aux problèmes de choix collectif, de ce qu'on appelle choix social. Mon thème de recherche plus particulier dans les 4 ou 5 dernières années, même un peu plus longtemps, ce sont les méthodes de partage équitable. Méthodes de partage équitable, soit dans les contextes où on a des coûts financiers pour partager les responsabilités de projets, soit plus récemment dans les contextes où on a un ensemble de participants qui doivent ensemble trouver une façon de se partager des responsabilités collectives. Par exemple, les problèmes d'héritage, on a plusieurs héritiers. C'est une question assez compliquée si on essaye de à la fois prendre en compte des thèmes des principes d'équité et des principes d'efficacité économique. Un des aspects auxquels on s'intéresse, parce que c'est assez clair intuitivement que c'est une chose que les participants vont prendre en compte, c'est ce qu'on appelle en anglais le worst case scénario, ou le pire cas d'espèce qu'on peut imaginer quand on entre dans le processus. On s'imagine qu'on va rentrer dans une salle pour négocier avec tous les autres participants ce qu'on va nous demander de faire à la fin, et à quel prix, avec quel coût, etc. On prend une position extrémiste en disant, bon, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire dans ce contexte-là? Et le fait que ce worst case scénario, cette hypothèse super pessimiste, ce à quoi elle correspond, c'est une façon de juger de l'intérêt du mécanisme. À savoir, je me sens mieux si j'ai l'impression qu'il y a peu de chances que tous les autres participants, qui sont beaucoup plus malins, beaucoup plus expérimentés de moi, peuvent arriver à me faire dire et me faire voter n'importe comment, et que je vais me retrouver avec quelque chose de désastreux. Donc c'est cette idée de protection individuelle. Bon, et ça, c'est une idée qui était là depuis longtemps dans le mechanism design, enfin, mais qui n'a pas été systématiquement appliquée au contexte de vote. D'abord parce que je connaissais très bien Louis-André. Plus que ça, en fait, il a été le premier économiste que j'ai rencontré et avec qui j'ai travaillé quand il était lui-même au COR en Belgique. J'étais en train de faire de la théorie des jeux très très mathématique et très très abstraite. Et Louis-André, qui s'intéressait aussi beaucoup aux problèmes de mécanisme design, on a commencé à discuter. Il a vu une façon d'appliquer ça à un certain modèle de duopole en économie. Et donc on a fait ce premier papier. Alors pour moi c'était très important, parce que c'était en fait la première fois que je signais un article dans un journal d'économie. Faire quelque chose dans le contexte d'honorer la mémoire de Louis-André, c'est complètement naturel. Mais en plus, l'économie publique, ça englobe ce qu'on appelle mechanism design, enfin fabriquer des institutions dans lesquelles les incitations personnelles, les objectifs personnels sont canalisés, et on peut montrer qu'elles sont au service de l'intérêt collectif.